On est parti pour le point actu hardware de ce vendredi 19 février 2021. Dernier point actu hardware de la semaine. Des infos intéressantes, on revient sur des informations qu'on a déjà eues et pratiquement que des bonnes nouvelles sur lesquelles on revient, donc c'est pas mal, et quelques petites nouvelles en plus. On va voir tout ça aujourd'hui. On va commencer avec les nouvelles de Persévérance, le rover martien qui a atterri avec succès hier soir. C'était disponible en direct, rediffusé par plusieurs plateformes dans plusieurs langues. Donc si vous vouliez suivre, vous aviez aucune excuse. Et on va voir les premières images prises par ce nouveau rover. On aura ensuite une petite news sur Shadow, le service de cloud computing qui avait disparu de l'App Store et il est revenu. On aura ensuite la finalisation enfin du rachat du studio Codemaster et c'est Electronic Arts qui est le regagnant, qui achète Codemaster. Il y avait aussi Tech2 qui était dans la bataille. Une news PlayStation, mais malheureusement pas sur des PlayStation 5, juste du merch. Peut-être à des prix un peu élevés, à vous de juger. Mais non, les PS5, hein, toujours pas. On aura une chaise de la marque MSI plutôt sympa, à un prix correct et avec tout ce qu'on attend sur ce type de chaise. Donc en vrai, plutôt intéressant comme produit. On continuera avec un boîtier orienté gaming pour un prix accessible. Enfin, c'est ce qu'ils voulaient à la base, peut-être plus tant que ça. On ira voir, on ira juger, on ira donner notre avis, mais pas sûr. On continuera avec deux news Intel. Une news, on ira vite fait dessus, vraiment pas le plus important, mais quand même, il faut en parler. Et ensuite, mise à jour de la news qui nous annonçait une baisse des prix, notamment aux États-Unis. Et ça va dans le bon sens. On continuera avec Nvidia. Nvidia qui continue de faire parler d'eux. On a vu hier, on a traité une news et je vous ai dit ça allait faire du bruit. Ça on a fait. Les 3060 bridés contre le mining. On va en parler vite fait. Ça a fait beaucoup parler. Un peu partout. Ils ont même été questionnés par des journalistes américains. Donc on en a appris un peu plus et ils ont clairement clarifié leur position. Donc voilà, il n'y a plus aucune ambiguïté dans leur stratégie. Et autre petite news Nvidia, alors pour l'instant ça reste une rumeur, mais il y a des petits signes, peut-être faux, de 3060 avec 8 Go de mémoire dédiée, donc moins que celle annoncée le 25. Du coup, on sait pas encore. On va discuter sur les possibilités, mais on n'a pas de réponse. On aura ensuite une carte graphique pas disponible. Je vous rassure, elle est comme toutes les autres cartes graphiques. C'est une carte graphique custom AMD, une 6900 XT avec du water cooling, mais pas que. C'est vraiment un énorme bébé. Peut-être une des plus chères. Vous verrez, c'est assez incroyable, mais vous ne pourrez pas l'acheter, même si vous avez l'argent. On a même le prix, incroyable, même le prix. On finira avec le test d'un ordinateur portable, un gros ordinateur portable embarquant le top de la technologie à peu près. Hein. C'est à peu près tout ce qu'on sait faire de mieux, ou presque, dans un modèle 17 pouces
qui sera un prix indécent bien sûr, vous avez l'habitude, mais on ira voir comment il s'en sort pour un PC avec un prix indécent. Et on aura une petite news insolite à la fin, comme souvent, vous verrez, petit teasing, c'est pas super important. On peut commencer tout de suite avec ce sommaire peut-être un peu long, mais c'est pas grave. Avec persévérance, le rover martien qui s'est posé avec brio hier soir aux alentours de 22 heures, enfin un peu avant 22 heures. Et c'était chaud, hein. C'était chaud, j'ai suivi, j'ai regardé le truc en direct sur la chaîne de la NASA sur Twitch. C'était aussi disponible en français sur la chaîne du CNES. En vrai, c'était trop bien. Moi j'adore ça. Il y avait une telle tension dans l'équipe, surtout en sachant que bah, forcément tout ce qu'ils recevaient comme information, c'était déjà produit. Donc au final, ils n'avaient la main sur rien du tout, ou presque. Euh, C'était dans l'attente que tout ça se passe. Et heureusement, ça s'est bien passé. Euh, il a réussi, tout s'est bien passé. Et pourtant, c'est compliqué, hein, une rentrée dans l'atmosphère. J'ai vu, c'est plus de 13 ou 15 000 degrés subis, des fortes pressions et tout un tas d'étapes à réussir au bon moment pour que ça soit une réussite. Mais tout s'est bien passé. On a même reçu, et ça c'est assez incroyable, les premières images du robot sur Mars. Alors à savoir que ce ne sont pas des super belles images en haute résolution, clairement pas, parce que ce sont des images faites avec une caméra qui ne sert pas euh, spécialement à faire des photos. En fait, c'est une caméra qui sert à le guider, donc on n'est pas sur de l'appareil photo haute qualité dans tous les cas. Ce n'est pas le but. Du coup, je vais vous montrer les images tout de suite hein, parce que c'est quand même stylé. Du coup, vous voyez la résolution de base, c'est pas très grand. On va l'agrandir. Voilà, je peux pas. Voilà, ça donne ça. Ça, c'est la première image reçue, la première image entière reçue euh, sur Terre du robot. Donc voilà, hein, c'est peu après l'atterrissage. Il y a encore la poussière du sol dans l'air. Et on a la deuxième image où là, incroyable, on voit l'ombre du rover sur le sol. Euh, voilà, moi ça me hype de ouf, même si pour l'instant il n'y a pas grand chose, on va pas, enfin, je me hype pas pour grand chose, on va pas se mentir, c'est vraiment des images bah, qui ne changent pas vraiment la donne, mais ça montre que ça avance déjà. Et, euh, Et forcément, ça va prendre du temps. Il faut qu'ils se mettent en route, qu'ils déploient toutes ces choses et qu'on récupère les informations ensuite. Mais ça nous promet des news dans le futur qui parleront de ça. Et juste déjà ça me fait vraiment plaisir. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il va trouver, les images, les photos qu'il va pouvoir prendre, qu'on va pouvoir voir, et les potentielles découvertes scientifiques euh, que ça va amener. Vraiment, vraiment c'est super sympa. Et même les petites expériences avec l'oxygène et le drone, ça aussi, vachement impatient de savoir comment ça se passe. Donc, bien sûr, je continuerai de me tenir informé sur ces news, sur ce petit rover martien et savoir comment ça avance. Mais il va y avoir un début, un genre de mise en place, mise en route assez long parce qu'il va falloir faire des choses ensuite, avoir la vérification, ce qui va prendre du temps. Et une fois que tout ça sera mis en place, on pourra commencer à chercher, à faire des prélèvements, à récolter des données
et ensuite peut-être des découvertes. En tout cas, ça promet que du bon. Hop, la petite photo du rover. On continue avec Shadow. Shadow qui est un service qui vous permet d'avoir accès à un ordinateur à distance. Un service qui est maintenant assez ancien, hein, tout de même, et assez connu. Il avait été suspendu, son application iOS avait été suspendue du jour au lendemain, sans réelle explication, ni de la part d'Apple, ni de la part de Shadow, à vrai dire. On était dans le doute le plus complet. Et ici, il réapparaît. On nous dit, on justifie ce qui s'est passé par un malentendu. Vous avez bien entendu, un malentendu. Voilà, visiblement, on peut se faire suspendre sur un malentendu. Voilà. C'était un peu étrange aussi, parce que la réalité, c'est qu'il avait déjà été suspendu et ensuite réintégré. Et on se posait la question, on peut se faire suspendre une fois. Si on se fait réintégrer, c'est qu'on a fait en sorte de rentrer dans les conditions d'utilisation Apple et que Apple veut bien, parce qu'on le rappelle, Apple valide toute application présente sur son système. Donc, à quel moment on se refait ban? À quel moment on peut... Enfin, ça passe. Visiblement, ce n'était qu'un malentendu. Mais franchement, cette justification, elle me fume, quoi. Dire, ah non, mais malentendu. On s'est pas compris, du coup on les a bannis, mais en fait, on s'est trompé. Bah non, je sais pas. Un peu étrange de la part d'un groupe comme Apple, quand même, qui en général soigne sa communication et est vraiment plus dans le millimétré que dans le malentendu, mais bon, on va faire comme si on les croyait. Comme si. Hein. On continue avec du rachat de studios Electronic Arts qui rachète Codemaster. Codemaster qui fait des jeux de course, en gros. Ils font notamment Dirt, F1 ou Project Cars, donc que des jeux de course. Pendant un premier temps, ça avait été Tech2 qui avait fait une offre pour acheter Codemaster. Tech2 qui n'a aucun jeu de course dans son catalogue et du coup, a priori, pas spécialement les connaissances pour produire des jeux de course. Et finalement, c'est EA, hein, EA qui est puissant et qui a de l'argent et qui s'est dit pourquoi pas ajouter cela à notre grand catalogue. Nous, on fait déjà beaucoup de choses et des jeux de course en plus. Ça nous intéresse. Du coup, petit chèque de EA de 1,2 milliard de dollars. Et Codemaster, ils acceptent ceux qui payent le plus. Ici, c'est EA. Donc, c'est fini. C'est acté. Et ça va bientôt rentrer... dans le giron de EA, à voir si ça va garder son indépendance et continuer à travailler sur leur propre jeu, ou alors s'ils vont être intégrés au mastodonte qui est Electronic Arts pour venir remplir des équipes. Ça, on ne sait pas, et j'imagine que certains employés de Codemaster se posent la question aussi. Bon courage à eux, à voir comment ça se passe dans le futur. Mais effectivement, c'est souvent les gros groupes qui rachètent parce qu'ils ont plus de trésorerie disponible. On continue avec une news qui est un peu un troll, tout de même, parce que petite communication de Sony sur de la PlayStation, mais pas du tout de la PS5, c'est seulement du merch que vous apprécierez plus ou moins et qui est à des prix plus ou moins intéressants. Alors, en termes de prix, on a, on ne voit pas ici, mais on a un
un bonnet avec le logo PlayStation 5 dessus, qui vous coûtera seulement 17 €. Le bonnet est pas trop cher, même si 17 € le bonnet, ça reste pas un bonnet donné tout de même. Et ensuite c'est pour les riches. On a une veste. Ici, on a le prix de cette veste. Bon, elle est sympa. Pourquoi pas 50 € pour cette veste, ça vous plairait? Bah, j'imagine. Mais en fait, elle coûte 173 €. Et là, pas sûr. Pas sûr pour une veste. Bon, elle est matelassée peut-être, mais elle a le logo PS5 et 173 €, c'est quand même vachement cher. Et sinon, un peu moins cher, mais toujours plutôt très cher, 132 € pour ce sac aux couleurs historiques du logo PlayStation. Encore une fois, il faut être quand même sacrément fanboy de Sony et de PlayStation pour investir dans ce genre d'article. Mais si vous aimez et que vous êtes fan, allez-y. C'est cher, mais au moins c'est officiel. Et c'est disponible, contrairement au PS5. On continue avec un siège plutôt type siège gaming, siège baquet, siège racing, appelez ça comme vous voulez. En fait, c'est la déclinaison d'un siège existant qui était noir et rouge. Celui-là est complètement noir. On y retrouve clairement tout ce qu'on veut retrouver sur un siège de ce type. On a même les coussins qui sont qui sont fournis. On a les accoudoirs totalement modulables. On a une bonne assise, un dossier inclinable. C'est dur à dire un dossier inclinable. Et un peu tout ce que vous voulez en modulable. Il est de style assez classique, hein. En vrai, beaucoup sont les sièges qui ressemblent à ça. Niveau qualité, ce sera au rendez-vous, hein. Tout est bien. Il peut supporter jusqu'à 150 kg. Vous avez le droit d'être gros sur ce siège. Et oui, il ne faut pas sous-estimer. Mais sinon, il coûte 300 €. Donc, c'est ok, c'est correct. C'est pas accessible spécialement, mais c'est pas non plus cher. C'est vraiment la moyenne du siège gaming, en sachant que la qualité sera au rendez-vous. Ce ne sera pas les plus qualitatifs du monde non plus. Il y a des marques dont le cœur de métier c'est la chaise gaming. Ici c'est pas le cas, mais vous êtes sûr que vous aurez quand même quelque chose de très correct et de garanti pour 300 €, ce qui est plutôt ok. Après, forcément, pour commander ce modèle, il faut aimer le noir, parce que là, c'est noir et noir, quoi. Il n'y a pas de couleur sur votre, sur votre chaise, mais en termes de qualité, confort, ce sera plutôt sympa. Encore une fois, le plus confortable, ce n'est pas la chaise gaming non plus, hein. Ça reste aussi un objet de design. On continue avec un objet où ils ont peut-être un peu trop pensé au design. Alors, on parle d'un boîtier, son nom, le Cronus, la marque Thunder X3, que je ne connaissais pas. Ensuite, on nous apprend que c'est la marque gaming d'Aerocool, que je connais. Marque qui fait principalement des boîtiers très très accessibles, assez peu chers. Et principalement ça, en tout cas on les connaît pour ça. Ici ils veulent lancer une marque gaming, du coup j'imagine un peu plus haut de gamme et un peu plus qualité. Et on nous présente ça. Et là, je vous avoue que je sais pas. Là j'ai eu un moment de stress, un moment de doute. Et je me suis dit, c'est vraiment le look en 2021 qui veulent qu'on ait sur ou sous nos bureaux. Vraiment. Là, je me suis dit, peut-être pas en vrai. C'est quand même un choix assez spécial.
Après, il en faut pour tous les goûts, mais je vous avoue que moi, c'est pas trop mon truc. Sinon, en termes de caractéristiques, parce que là, je parle de mes goûts, mais mes goûts, on s'en fiche un peu peut-être. En termes de caractéristiques, on a la compatibilité vraiment étendue. On peut mettre à peu près tout ce qu'on veut dedans. Ça, c'est le bon côté. Euh, le moins bon côté, c'est quand même sa façade. Je suis désolé, hein, j'y reviens, mais je sais pas, moi non. Non, je suis pas convaincu, et je veux bien qu'on me mette du RGB et tout, je veux bien qu'on me mette des formes bizarres, mais je veux que ça ait un intérêt autre que juste visuel, et du coup, pas convaincu. Euh, Dernier problème, un seul ventilateur de fourni, un seul ventilateur 240 mm, mais un seul tout de même. Après, il sera vraiment tout compatible, on peut lui accorder ça. Dernier point, le prix. Il vous coûtera 120 € en France, ce qui est quand même un peu cher, surtout avec un seul ventilateur. Par contre, vous pouvez le trouver à 100 € dans d'autres pays ou sur les sites de vente en ligne de d'autres pays, notamment européens. Ce qui est un peu bizarre. Donc peut-être pas l'acheter sur un site français, malheureusement. Avoir 20 € de différence, c'est pas mal quand même. Donc je sais pas, moi je vous avoue que je suis pas méga convaincu. Même si vous n'aurez pas à vous poser la question, est-ce que je pourrais mettre ça dedans? Vous pourrez tout mettre. Là-dessus, aucun problème. Juste peut-être soit un peu cher et un design quand même très agressif. On va le dire comme ça. On continue avec une news qui n'est pas la plus importante, peut-être. On parle ici de cette boîte, la boîte du i9 11e génération. Et voilà, on voit, elle est stylisée, ils l'ont travaillée, il y a du carton et du plastique. Mais je trouve ça un peu... En fait, on s'en fiche un peu et c'est un peu déplacé au final. Le processeur à l'intérieur reste tout petit. Euh, donc, euh, donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir une si grande boîte aussi travaillée pour avoir un tout petit objet à l'intérieur. Je trouve que c'est pas une super bonne idée, que ça apporte pas grand chose et que écologiquement c'est plutôt discutable. Sachant que de base ils font quand même des processeurs qui est de base écologiquement un peu discutable, mais bon on en a besoin. Ça reste de base écologiquement un peu discutable. C'est pas le plus malin du monde. J'aurais préféré une annonce avec on le fait avec du carton recyclé. J'aurais trouvé et une boîte toute simple et j'aurais trouvé ça un milliard de fois plus malin. Euh, mais, euh, mais dommage, hein, c'était visiblement pas l'idée ici. Euh, mais je pense qu'il y a des façons plus sympas de faire de la pub via le packaging. Il y a des façons de faire de la pub via le packaging, mais pas en allant travailler, styliser des boîtes qui contiennent un processeur qui fait la taille de votre pouce. Euh, c'est un peu, c'est un peu overkill. On continue avec la vraie news de Intel. Alors, on l'avait déjà abordé. Cette news nous disait, il y a peu de temps, que Intel avait annoncé officiellement, on dit bien officiellement, la baisse des prix de ses processeurs 10e génération, qui est encore à l'heure actuelle la dernière génération sortie pour les processeurs de bureau, aux États-Unis. Du coup, forcément, nous, en tant que non-américains, on s'est posé la question, et chez nous alors? Parce que les Américains, ils sont gentils, mais nous, on paye nos processeurs en Europe et en euros. Et du coup, on s'était rendu compte que, notamment sur l'entrée et milieu de gamme, on était déjà plus ou moins raccord avec ces baisses de prix. À noter bien sûr que les prix annoncés en dollars sont hors taxe, on le rappelle à chaque fois, mais c'est important de le souligner. Il n'y a pas de taxe sur les prix annoncés
en dollars aux États-Unis. Là où quand on annonce un prix en France, la TVA est comprise. Donc c'est pas exactement pareil. Mais en gros, en faisant une conversion assez rapide, en ajoutant les taxes, on s'était rendu compte que c'était à peu près la même chose sur les i5 et sur les i7. Mais les i9 pas trop. Et là, on nous apprend que tout recolle, le i7 est encore plus bas, le i9 descend. On recolle vraiment quasiment au centime près au prix annoncé par Intel aux États-Unis en dollars. Mais normalement, quand ils annoncent aux États-Unis en dollars, ça va suivre dans le reste du monde. Du coup, déjà, premier point, on est content. Parce que le prix des processeurs baisse. Donc forcément, on est content. Deuxième point, et ça c'est quelque chose qu'on peut sentir si on lit un peu entre les lignes, c'est que ici, on applique la stratégie classique de la baisse des prix sur une génération qui va être remplacée. La 11e génération est sur le point de sortir. Donc, quand elle va être disponible, on ne peut pas avoir la génération précédente au même prix. Donc on l'a fait baisser un peu avant. Ça, c'est le truc classique. Mais on a vu, et on a bien vu, que ça ne marche pas si on n'a pas de stock. Si on n'a pas de stock, on peut le faire croire, mais au final, on perd nos stocks, et derrière, quand il y a la sortie, il n'y a plus du tout de stock. Et c'est la pire des idées. Du coup, là, on peut sentir que Intel est prêt. Intel a du stock, ou va avoir du stock. En tout cas, ils sont sûrs de leur coût. Sinon, croyez-moi, ils ne feraient pas baisser le prix de processeurs qui peuvent potentiellement être les seuls disponibles dans les prochains temps. Donc s'il y a une vraie baisse, et surtout vu ce qui se passe actuellement où beaucoup de coûts augmentent, s'il y a une vraie baisse, ça veut dire qu'ils sont sûrs, ils sont prêts et ils sont sûrs d'avoir du stock à la sortie de leur 11e génération. 11e génération qui est pas plus attendue que ça, parce que pas révolutionnaire, et qui semble un peu de transition. Mais si elle est disponible en masse, c'est elle qui profitera du moment. En fait, à l'heure actuelle, si vous êtes disponible à des prix attractifs, de manière récurrente, vous prenez les parts de marché juste parce que vous êtes disponible et que les autres ne le sont pas. Donc peut-être que Intel joue son meilleur coup, c'est-à-dire ne pas sortir la meilleure des technologies, mais au moins d'être capable de la produire en masse et d'en fournir à toute personne recherchant un processeur à un prix intéressant et quand même avec peut-être pas le haut de gamme le plus intéressant, mais potentiellement des processeurs entrée de gamme et milieu de gamme vraiment raccord avec ce qui se fait actuellement. Donc pourquoi pas. Voilà comment on fait passer une génération qui n'est pas plus hype que ça à une génération qui va peut-être manger des parts de marché et augmenter la croissance d'Intel. Donc j'ai vraiment hâte de la sortie de cette 11e génération pour voir s'ils ont été capables de ne pas en pâtir de ces problèmes de pénurie mondiale dans plein de secteurs de l'informatique. Mais en vrai, il y a moyen, il y a un monde où eux faisant des technologies qui n'ont rien à voir avec les autres, parce que on le rappelle, les processeurs Intel sont encore gravés en 14 nanomètres. Et bah peut-être que eux peuvent bien s'en sortir et du coup sortir du lot juste en étant présents sans pour autant être les acteurs avec les meilleurs outils du marché. Ce qui reste une victoire, hein. Ce qui reste une victoire pleine et totale de la part de Intel. On verra, mais ça m'intéresse beaucoup et j'ai hâte de savoir.
On continue avec cette news, petite news Nvidia, on en a parlé hier, les fameuses 3060 bridées contre le mining, et ça a beaucoup fait parler partout sur les réseaux sociaux, mais pas que, au point que des journalistes sont allés questionner directement Nvidia pour avoir les réponses, parce que bah, ils sont journalistes et qu'ils peuvent. Et du coup, on a un peu plus de réponses, parce que forcément, ils ont annoncé hier, ils ont annoncé en grande pompe, nos 3060 seront bridés pour le mining. Donc si vous étiez intéressé pour miner de la crypto-monnaie, laissez tomber, c'est pas une bonne idée. Mais par contre, on sort des cartes dédiées, optimisées et du coup encore mieux euh, pour, euh, pour le mining. Du coup, vous imaginez bien que ça soit les gamers ou les mineurs de crypto-monnaie, tout le monde s'est plaint, la classique. Du coup, les mineurs de crypto-monnaie, bah, ils sont plaints parce que du coup, ils pouvaient pas les utiliser pour miner de la crypto-monnaie. Déjà, premier point. Ensuite, ils ont eu peur que ça soit rétroactif et que du coup, les 3070, 3080 et 3090 déjà acquises et en service soient du jour au lendemain bridés. Et du coup, bah, ils étaient moyens chauds, ce qui peut se comprendre, vu le prix des cartes et le peu de disponibilité. Ensuite, les joueurs, bah, eux, ils sont pleins parce qu'ils ont dit non, mais de toute façon, votre bridage, les mineurs, ils vont le faire sauter en 2-2 et ça va servir à rien. Ils vont trouver un moyen vite fait, bien fait, surtout un petit moyen logiciel pour ne pas être bridé. Du coup, ça faisait beaucoup de mécontentement, beaucoup de plaintes et peu de réponses. Nvidia est arrivé avec ses nombreuses réponses. Euh, ils ont dit, ils ont dit déjà, premier point, que le bridage, euh, il va être difficile à casser parce que ce n'est pas que logiciel, il y a un peu de matériel, il y a le BIOS, c'est pas que le driver, c'est très compliqué. Et en vrai, s'ils veulent rendre ça, ce sera jamais sécurisé à 100%, ce n'est pas possible. Mais s'ils veulent rendre ça très compliqué à débloquer, ils peuvent très bien. S'ils veulent rendre ça vraiment compliqué au point de décourager une grande partie, voire une grande majorité des mineurs de crypto-monnaie, ils peuvent le faire. Euh, Déjà, premier point. Ensuite, ils ont dit aux mineurs de crypto-monnaie que leur nouvelle gamme dédiée à ça allait sortir très vite, n'était pas dépendante des mêmes lignes de production que les cartes RTX, donc n'était pas impactée par les pénuries et était vraiment qu'ils avaient fait du vrai boulot pour optimiser le truc et qu'ils aient du coup des cartes bah, bien plus efficaces et pour des prix bien plus intéressants que ce qui est actuellement disponible en très petite quantité avec les RTX série 3000. Donc, en vrai, ils ont bien fait comprendre que c'était le meilleur moyen pour essayer de contenter tout le monde qui faisait de leur mieux pour trouver des solutions. Et en vrai, c'est pas une mauvaise solution. Effectivement, si quelqu'un est vraiment déterminé et vraiment malin, il trouvera sûrement à la fin un moyen de contourner le bridage, même s'il faut quand même noter que l'utilisation d'une carte graphique pour miner de la crypto-monnaie et l'utilisation pour faire du jeu vidéo n'a vraiment rien à voir pour le coup. Donc il y a quand même des moyens assez simples de déterminer à quoi est utilisée la carte graphique et du coup activer ou non le bridage. Mais il y a toujours aussi des moyens de contourner les problèmes avec des drivers modifiés ou des BIOS modifiés pour enlever certains bridages potentiels.
En tout cas, moi je trouve que c'est quand même une bonne idée. Déjà, c'est une idée. Juste déjà pour ça, on devrait leur donner un peu de crédit. Parce que clairement, le problème des cartes graphiques, là, c'est majeur. Et bah, trouver des idées et les mettre en place, c'est pas mal. Ça solutionnera pas tous les problèmes. Il n'y aura pas des stocks immenses de 30-60 à leur sortie, ne rêvez pas. Ça ne sera pas possible. Mais au moins, peut-être qu'ils dureront plus de 5 secondes et qu'ils ne seront pas achetés en masse par quelques acteurs, notamment pour la crypto-monnaie. Euh, après, encore une fois, il ne faut pas être naïf, ça va pas résoudre tous les problèmes. Mais au moins, c'est une action et on peut leur donner ça. Et il y a peut-être un peu un manque d'activité de la part des marques, des entreprises qui fabriquent des puces ou des cartes custom. La situation est assez dramatique hein, à l'heure actuelle. C'est quasiment impossible d'acheter une carte graphique récente au détail à un prix où vous ne vous sentez pas obligé de vendre un rein. C'est quand même un peu triste. On continue avec une rumeur, et pour l'instant c'est vraiment juste une rumeur. Une 3060 avec 8 Go de mémoire vidéo dédiée. Là où la carte RTX 3060 qui est censée sortir fin février, elle sera équipée de 12 Go. On le sait, c'est annoncé, on a les spécifications techniques officielles données par Nvidia. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Il s'agit ici d'une carte custom. De toute façon, il n'y aura que des cartes custom. Pas de Founders Edition pour cette 3060. C'est bien malheureux. Et du coup, ça soulève des questions forcément. À noter que la 3060 Ti, qui est la 3060 est aussi équipée de 8 Go de mémoire dédiée, mais de la mémoire plus rapide que la 3060 normale. Donc à voir si ce sera de la mémoire rapide ou pas. Du coup, à savoir si ce sera une version plus chère ou moins chère que la 3060 classique. Mais ça commence à faire beaucoup de références pour un seul vrai modèle. Et on verra, on jugera quand ça sortira. Mais peut-être trop de références. Déjà, 3060 et 3060 Ti, il faut expliquer aux gens la différence, machin. Il n'y a pas le même nombre de gigas de mémoire dédiée. Ça tourne pas à la même vitesse. Ça devient un peu compliqué si on décline à l'infini les modèles. Euh, Après, c'est peut-être une erreur dans ces cas-là, autant pour moi. Mais je sais pas, moi je trouve que ça devient un peu compliqué alors que j'adore ça. Je me dis que la personne qui n'adore pas forcément ça, qui doit se le taper, et bah un peu moins chaud quoi. On continue avec la dernière news carte graphique du jour. Une carte graphique incroyable, la Saphir 6900 XT toxique. Voilà à quoi ressemble. Ça, c'est la carte graphique. Donc, vous avez un ventilateur ici et une partie refroidie par le liquide ici. Si vous avez l'énorme radiateur équipé de ces 3 ventilateurs, parce que oui, il y a un radiateur de 360 mm et du coup 3 ventilateurs dessus. Tout ça pour refroidir cette petite partie de la carte. Voilà, ça c'est l'arrière, incroyable. On a même la tranche. Cette carte qui est franchement le top de la technologie du côté d'AMD, enfin du côté des puces AMD, customisées par Saphir. On nous annonce un tarif officiel de 1499 $, ce qui est cher, mais en vrai, si, c'est cher quand même. Après, on vous propose l'expérience technologique ultime avec une carte à refroidissement hybride, un radiateur de 360 mm qui sert uniquement à refroidir pour le coup la puce et non et pas du tout le reste de la carte. Donc vous aurez des performances au rendez-vous.
ça c'est sûr. Mais ça vous coûtera très cher. Pas sûr qu'il y en ait énormément de vendus. En plus, il faut quand même, pour le coup, avoir un sacré boîtier parce que vous devrez installer un radiateur de 360 mm qui est destiné à refroidir uniquement votre carte graphique. Donc, il faut le boîtier adéquat. Euh, Bien sûr, 3 connecteurs d'alimentation, il en faut pas moins pour alimenter ce monstre. C'est apparu aussi sur les sites français, incroyable, ce n'est pas disponible, hein. C'est apparu en tant que non disponible, bien sûr. Et prix bien salé, hein, quand on ajoute les taxes et tout, elle se retrouve à 1750 euros, tout en étant non disponible. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont énormément d'argent qui ne savent pas quoi en faire, vous pouvez peut-être acheter ça quand ça sera disponible. Mais vous pouvez faire d'autres trucs avec, hein, sinon peut-être pas. Quand même très très cher, même si on a ici vraiment le top de la technologie avec un refroidissement ultime. On continue avec un ordinateur portable. Encore une fois, un objet que vous ne pourrez pas vraiment vous payer. On aura le prix à la fin, mais partez sur le principe que vous n'avez pas les moyens. On va détailler un petit peu le monstre. Déjà la marque, c'est Gigabyte. Le nom Aero 17 HDR. Dedans, on a un processeur Intel Core i9, vraiment au top, dernière génération, ce qu'il faut pour être bien. Ça va tourner très vite. On y ajoute 64 Go de RAM DDR4 parce qu'il faut. À ce prix-là, il faut, hein, je vous garantis. Un petit Windows 10, forcément, on a un poids un petit peu inférieur à 3 kg, on est à 2,8. Ça embarque une 3080 mobile, donc carte graphique dernière génération, le mieux qu'on puisse avoir sur portable à l'heure actuelle. Côté écran, on aura un écran de 17 pouces 4K X-Rite, je ne sais pas ce que c'est, Pantone non plus, mais en tout cas il ira jusqu'à 60 Hz. Côté stockage, on a 2 SSD de 1 Tera. On aura forcément une connectivité Ethernet, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth. Plein de ports USB avec même de l'USB-C et du Thunderbolt. Une seule prise jack, une seule. De l'HDMI, du mini DisplayPort, du RGB touche par touche, donc chaque touche est réglable, et 2 haut-parleurs incroyables. Est-ce qu'on peut voir le PC? On peut voir le PC. Voilà à quoi ressemble le PC. Bim bam boum. Donc voilà, visuellement il est assez classique. Vraiment assez classique. Rien d'extravagant à part le RGB paramétrable à l'infini. Pas d'écran en plus, pas de trucs trop bizarres. Vraiment ce qu'on peut attendre d'un PC portable de 17 pouces. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce PC? En vrai, pas grand-chose. Ça représente un peu le PC portable ultime sorti à l'heure actuelle équipé d'un processeur Intel et d'une carte graphique Nvidia. On va aller regarder vite fait les benchmarks avec notamment sur les jeux. On voit ici, on allait descendre en QHD, donc 1440p, même si l'écran est 4K. Pourquoi? Parce que la 4K c'est toujours aussi compliqué à faire tourner, peu importe le matériel que vous avez. Même sur les ordinateurs de bureau, hein, ça reste très compliqué. Alors que en 1440, vous avez une très belle résolution et une expérience fluide. On voit que ça tourne très bien avec plutôt pas mal d'images par seconde. Eux, ils font le constat que par rapport à la génération d'avant, donc les portables équipés de cartes 2080, en fait, on retrouve à peu près le même nombre d'images par seconde, mais en 1440 à la place d'être en 1080, donc en augmentant la résolution. Donc voilà où a été le gap. On retrouve à peu près les mêmes performances en augmentant la résolution, ce qui régale, hein, parce que effectivement avec
ce genre de monstre, ça fera un peu mal de se dire qu'on est cantonné à la Full HD au 1400, au 1080. Le 1440 fera plaisir et malheureusement on n'atteindra toujours pas une vraie bonne expérience en 4K parce que c'est toujours aussi compliqué. Du coup, on va aller directement à la conclusion. Ah non, dernier petit point, toujours intéressant avec ces monstres de puissance. Les températures, oui, ça va chauffer un petit peu, hein, tout de même si ça va. Par contre, ça fera du bruit hein, quand ça chauffera. C'est fait pour pouvoir faire du bruit, pouvoir être ventilé quand il faut. Donc ça c'est la base des PC gaming. Mais surtout l'autonomie, notamment en jeu. Ici, on atteint 105 minutes, donc 1h45 de gameplay sur batterie. On apprend par la suite qu'il y a une petite triche parce qu'il y a le battery boost de chez Nvidia qui est une façon intelligente gérée par l'IA d'économiser de la batterie en minimisant les performances de temps en temps lorsque vous n'avez pas besoin du top. Du coup, petite triche, mais 1h45, c'est plutôt un bon résultat. On va pas se mentir, hein, quand vous mettez un i9 qui peut tourner vite et une 3080, ça nécessite beaucoup d'énergie et une batterie est une batterie, ça finit par être vide. Donc là-dessus, on n'a toujours pas trouvé de réelle solution, même si 1h45, c'est plutôt au-dessus de la moyenne, donc plutôt pas mal. Et bien sûr, on ira jusqu'à 8 heures d'utilisation d'Internet, donc pour un usage bureautique sur batterie, vous serez plutôt large. Dernier petit point, j'allais oublier. C'est vrai que moi je le connais déjà, donc ça me fait plus rien, mais le prix. Et là, je suis pas sûr que vous soyez prêts, parce qu'il est à 4500 € pour un PC portable. Donc il remporte l'argent, mais moi j'avoue que je trouve ça quand même super cher. Même si ça restera très performant et ce sera un très bel objet, 4500 €, c'est non. C'est non pour moi. Bien trop cher. Il n'y a pas assez d'innovation pour que j'accepte ce prix. On finit avec la petite news insolite. Franchement, on peut difficilement faire plus insolite. On parle de Nyan Cat, qui est un célèbre mème qui fête ses 10 ans. Et du coup, pour l'occasion, son créateur en a profité pour vendre une version remasterisée sur la plateforme Foundation. Donc je connais pas du tout la plateforme. Quand la news a été écrite, le prix était déjà de 25 000 $. Donc la news date de 11 h ce matin, c'est probablement plus maintenant. A noter que en vrai, la personne qui l'achète n'achète rien en réalité parce que il n'y a pas de droit d'auteur et c'est plus un genre de don ou de mécénat qu'autre chose. On n'acquiert rien de réel vu que c'est un mème quoi. Mais 25 000 $ tout de même, hein, franchement incroyable, hein, des sommes pareilles pour du vide, des lignes de code qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Savoir que si vous voulez participer à ces enchères, elles se font en Ethereum. Donc il faudra être adepte des crypto-monnaies. Voilà. Voilà qui conclut notre point actu hardware du jour et nos points actu hardware de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à faire vos retours. Je prends tous les retours et je réponds tout avec grand plaisir. Et on continuera de suivre l'actualité la semaine prochaine à partir de lundi, toujours à 18 h, en live sur Twitch.
J'espère que vous avez apprécié et on se retrouvera lundi pour la suite.